Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Grosse Odyssée, le podcast qui part à la rencontre des héros du monde pro, celles et ceux qui vivent et font la croissance. Aujourd'hui, je suis avec William Montaigu, fondateur de Boku. Salut William, comment ça va ? Eh ben écoute, ça va super. Je suis vraiment content d'être là et j'ai hâte qu'on discute. Moi aussi, je suis ravi de t'accueillir. Je connaissais la marque Boku, notamment en naviguant sur Instagram. Donc voilà, il me tardait de pouvoir te recevoir. Commençons par le commencement. Est-ce que tu peux nous pitcher, nous expliquer ce que fait Boku ? Alors Boku, de manière très simple, lave des fesses. Voilà, c'est ce que j'aime dire. Ça permet d'entrer dans le vif du sujet de manière très directe. Concrètement, Boku, c'est une start-up que j'ai montée il y a 1 an et demi. Et on propose des WC japonais à la française. Et plus spécifiquement, notre best-seller, c'est un produit qui te permet de transformer tes toilettes classiques en toilettes japonaises en moins de 10 minutes et surtout sans travaux. Donc le concept global, c'est de rendre plus accessible un meilleur niveau d'hygiène pour tous à un prix raisonnable. Ce que j'adore, c'est que au niveau de la marque et du positionnement, il y a vraiment un storytelling qui se dessine et qui permet d'être hyper diffusé, compris dans la proposition de valeur. Donc, j'ai hâte de creuser ça avec toi. Est-ce que tu peux nous raconter, William, comment est né le projet Boku ? Comment tu l'as réfléchi ? De quoi c'est parti ? L'aspect genèse ? Dis-nous tout. C'est une très bonne question. Moi, j'ai monté Boku pendant le Covid. Et en fait, l'idée m'est venue directement des pénuries de papier toilette pendant le confinement. Et il faut savoir que moi, je suis designer produit à la base. Et en tant que designer, on a un réflexe qui est le suivant. Quand on voit un problème, on pense directement aux solutions. C'est un réflexe qu'on a tous les jours. Et donc, quand j'ai vu qu'on allait manquer de papier toilette, puisque comme tous les Français à la maison, ça commence à être un petit peu sec au niveau des réserves, j'ai vite compris que entre le gros bidet des grands-parents, pas très pratique, pas très beau, et les WC japonais très chers, quoique très pratiques, il n'y avait pas d'entre-deux satisfaisant. Donc j'ai fait une étude de marché, j'ai vu qu'il y avait un marché à prendre, j'ai vu qu'il y avait une demande potentielle, et c'est comme ça que j'ai fondé Boku. Et comment on fait une étude de marché en partant de rien comme ça, en période Covid ? Tu as dû faire des recherches, accéder, je pense, à peut-être des études de marché déjà existantes. Comment tu t'y es pris ? Ce qui est bien, c'est que pendant le Covid, on a tous eu beaucoup de temps à perdre, ou pas. Moi, ça a été mon cas, donc j'ai pris le temps de faire une belle étude de marché. Je me suis basé, et j'ai eu la chance d'en trouver sur pas mal d'études de marché concernant les WC japonais, les consommations aussi de papier toilette par typologie d'habitants en France, en Europe et à travers le monde. Et c'est là d'ailleurs où je me suis rendu compte de l'impact désastreuse sur l'environnement de la production de papier toilette. Et donc j'ai pu réunir plein d'écrits comme ça. Et ce qui est bien aussi pendant le Covid, c'est que tout le monde était sur Internet. Et le cœur d'une étude de marché, ce sont les sondages. En tout cas pour moi, à mon niveau. Et donc j'ai envoyé je ne sais combien de sondages à je ne sais combien de groupes, d'emails. J'ai payé des entreprises pour qu'elles envoient des sondages et tout ça. Et donc j'ai récupéré plein d'infos pour essayer de jauger du potentiel market fit de ma typologie de produit que je voulais proposer en France. Et donc j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire. Mais je me suis rendu compte que pour lancer un gros projet de grosse boîte, ça coûtait quand même pas mal d'argent. Moi, je sortais à peine de mes études et c'est de là que m'est venue l'idée du crowdfunding. Donc concrètement, l'objectif, c'était de créer un produit, un prototype fonctionnel, un seul, basé sur plein de métriques qui en découlaient directement de mes études de marché, faire une campagne de crowdfunding pour tester l'appétence et si la campagne prenait, là, j'y mettais cœur et âme et all-in et on y va, quoi. Ok, donc du coup on creusera sur le côté Ulule un peu plus tard, je pensais de ça dont tu parles. On parle de toilettes japonaises. T'as été au Japon pour aller tester le produit, voir l'aspect culturel ou pas du tout ? Je ne suis jamais allé au Japon, jamais allé en Asie d'ailleurs. Covid oblige, en plus, je pouvais vraiment pas y mettre les pieds. Mais j'ai pas eu besoin d'aller au Japon pour avoir envie d'avoir une meilleure hygiène. Et en fait, cette réflexion-là, tous les Français l'ont aussi. On veut tous plus d'hygiène. On ne sait pas forcément comment, ni quand, ni pourquoi, mais on aspire tous à être plus propre, à sentir mieux dans notre peau, plus beau, plus belle, etc. Et donc, j'ai jamais mis les pieds au Japon, quoique j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a là-bas. Et ma première expérience avec les WC japonais, c'est une belle anecdote, elle était dans un hôtel, et dans une belle chambre d'hôtel, et donc je tombe sur ces gros WC japonais avec plein de boutons, un truc un peu à la Star Trek, et je me dis, ok, bon, c'est intéressant, j'avais un petit peu peur, et j'ai l'excellente idée d'essayer de tester cet objet du diable à l'époque pour moi, et en fait, j'ai fini par littéralement inonder la chambre d'hôtel, en appeler la conciergerie, parce que j'avais fait n'importe quoi avec les WC japonais, je l'avais cassé quasiment, bref, et j'ai inondé toute la chambre d'hôtel avec ça. C'est ma première expérience avec les WC japonais.
Ok, donc tu es parti vraiment de ton besoin primaire finalement qu'on a tous. Tu t'es dit ok, il y a potentiellement un marché, je combine avec une étude pour voir s'il y a un market fit potentiel et après let's go, t'es parti. T'étais tout seul dans l'aventure à ce moment-là? T'avais déjà quelqu'un avec toi? Comment vous êtes structuré aujourd'hui dans l'entreprise? Alors absolument, j'étais tout seul à ce moment-là et je le suis resté encore 5-6 mois après le lancement de Boku sur Ulule. Donc c'est une aventure un peu de solopreneur. Et moi, il faut savoir que je suis designer, mais j'ai fait aussi beaucoup de graphisme, du marketing et du site web. On pourrait y revenir après. Ce qui fait que je réunissais pas mal de compétences avec des scopes très larges pour tout faire moi-même. Et en général, quand tu montes une boîte, soit tu as de l'argent. Et dans ce cas, tu peux payer plein de gens pour qu'ils te fassent gagner du temps et donc des prestataires pour qu'ils te montent un site web, etc. Soit t'as pas d'argent et dans ce cas-là, t'as du temps. Et donc, tu prends le temps de monter en compétences, de te former toi-même. Donc, ça peut te prendre, 1 an, 6 mois au lieu de 2 semaines en payant des prestats. Mais au moins, tu t'économises de l'argent parce que t'en as pas forcément. Tu montes en compétences et tu montes ta boîte comme ça. Moi, j'avais un peu d'argent et j'avais surtout beaucoup de compétences et beaucoup de temps. Donc, j'ai pu mettre à profit tout ça pendant le Covid et monter Boku littéralement tout seul. Et on pense que c'est beaucoup de travail. Le gros du travail, ça a été, je dirais, le prototypage, arriver à un produit fini bien comme il faut, en tout cas pour que l'image y rentre bien. Derrière, ça a été de monter la page Ulule, avant même de faire un site web, monter toute la stratégie de vente autour de Boku, parce que on fait beaucoup d'humour, mais il y a de belles choses qui sont cachées derrière et chaque mot est bien pensé. Et derrière ça, maîtriser les outils publicitaires, Facebook Ads, sur Meta, l'emailing avec la vue notamment, etc., etc. Et après, il n'y avait plus qu'à se lancer, hein. Un petit peu de budget et on voit très vite si un projet accroche ou pas. Donc quand on t'entend, on voit que tu es autodidacte. Tu as parlé d'acquisition, tu as parlé de structuration et de produits. Est-ce que tu as un mentor ou une mentor qui te permet d'aller plus vite sur certains sujets, qui te permet d'aller chercher du feedback? C'est quoi un petit peu ta relation par rapport à ça? Moi, je crois beaucoup en le mentorat. J'ai plus, on va dire, de mentor depuis longtemps, mais ce qui est bien avec un mentor, quand on en a à un moment de sa vie, en fait, son savoir-faire nous suit pour toujours. Et j'ai eu la chance de faire des stages de design. Un stage de design chez un designer qui s'appelle Antoine Lémon, qui est un super designer et qui m'a appris à être créatif, mais au-delà des limites du possible. Et quand on t'apprend à t'ouvrir l'esprit, à rechercher des formes et des formes dans ta tête à l'infini pendant des journées avec beaucoup de rigueur et de structure, en fait, ça te débloque beaucoup de limites mentales. Où tu te dis, ah bah tiens, le copywriting, il est bien, bon, ça fait une demi-heure que j'y suis, je pense pas que je pourrais aller plus loin. Et bah grâce à ce mec-là notamment, aujourd'hui, je vais plus loin. Et j'ai gardé cette rigueur et cette poursuite et recherche de la perfection un peu dans tout mon travail depuis cette personne-là. Et j'ai fait ensuite mon alternance chez sa femme, d'ailleurs, Céline Lémon. Et elle m'a appris aussi beaucoup de rigueur. Là, c'était un travail plus, on va dire, corporate en entreprise. Et en fait, ce couple-là, c'est un couple de créateurs. Elle design en l'occurrence des collections. Elle fait beaucoup de direction artistique. Elle est styliste et lui est designer produit plus. Et ils réunissent beaucoup de rigueur, beaucoup de positivité aussi dans leur travail. Et ils cherchent sans arrêt à aller plus loin. Et ils m'ont inculqué ces valeurs-là. Et aujourd'hui, je leur dois beaucoup, je pense, de ma réussite. Et je leur ai déjà dit, je le répète encore, parce que quand on te prend en main, quand t'es jeune, que tu sais pas encore trop comment travailler, t'as pas encore beaucoup de méthodologie de travail, tu ne connais pas ce que c'est que la rigueur de bosser en entreprise, de faire des vrais horaires, d'envoyer des mails, d'appeler les gens au téléphone. Quand t'as pas tout ça et que personne te le montre, bah c'est très dur. Tu l'apprends mais beaucoup plus lentement, tu le fais vraiment mal. Et quand on te montre les choses, on prend du temps avec toi chaque jour à dire non, il faut faire ça te fait gagner énormément de temps. Et je sais qu'en arrivant, au tout début de Boku, j'ai pu aller très vite grâce à ces notions d'entreprise et de créativité que j'ai eues grâce à eux. Ok, donc ça t'a permis de développer des compétences, mais aussi un état d'esprit. Comment tu as réussi à t'appuyer sur ces apprentissages-là pour construire, créer depuis zéro, depuis rien, le produit Boku? Comment ça se passe, le côté créer le produit, puis le passer à l'échelle industrielle? Ouais, c'est vrai que c'est deux choses très différentes. Alors, il faut savoir que moi, je suis designer produit à la base. Donc un designer, il dessine, il conceptualise. Un ingénieur, lui, va travailler la mécanique et tout ce qui va autour du fonctionnement pur et dur du produit. Donc moi, ce que j'ai fait, déjà, je sais que je suis pas le meilleur en tout. Donc j'ai la sagesse de m'entourer de personnes plus intelligentes que moi sur plein de domaines. Et donc le premier gros travail de Boku, au-delà de faire les études de marché,
ça a été donc de retravailler cette typologie de produits que sont les WC japonais, en l'occurrence les WC japonais à fixer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retravaillé le design et derrière ça, j'ai collaboré avec un bureau d'études asiatique intégré à l'usine que j'avais sourcée en Chine et qui, eux, sont des ingénieurs, qui, eux, ont l'expertise depuis 50, 60 ans autour des WC japonais, autour de cette typologie-là de produits. Et moi, dans ma recherche, dès que j'ai cherché WC japonais, j'ai directement atterri en Asie. Et les usines de WC japonais, des WC japonais sont en réalité en Chine. C'est là-bas qu'ils les produisent vraiment. Et naturellement, donc, je suis arrivé en Asie. Et donc, j'ai travaillé avec ce bureau d'études-là pour co-créer, si puis-je dire, le bidet Boku qu'on connaît aujourd'hui. Et le plus délicat, ça a été d'adapter cette typologie-là de produits aux normes européennes, françaises, et de rendre vraiment accessible le produit. Et donc, un prototype plus tard, on a vraiment juste besoin d'un prototype fonctionnel. Voilà, on le ramène en France, j'ai fait une vidéo, et ça a été le lancement de Boku. Et ça demandait un petit peu d'économie, et c'est le gros de l'investissement d'ailleurs du lancement de Boku, c'est dans le prototypage. Et le reste, le marketing, tout ça, bon, c'est moi qui l'ai fait en interne. Donc ça, tu as pu le faire avec la campagne de financement participatif. Le financement du prototype, non. Je l'ai fait avec mes propres économies. Et j'ai financé la campagne de crowdfunding ensuite avec le reste de mes économies. Mais le gros du gras a été dans le prototypage, dans la conception produit. Et tu as eu un perfect du premier coup sur le prototypage ou tu en as fait plusieurs? Non, pas tout à fait, mais c'était plus des petits points techniques puisque quand le design en tant que tel n'a pas changé et c'est plus des questions de connectique qu'autre chose où il y avait des fittings, des pièces qui rentraient pas tout à fait bien entre elles. Le prototypage s'est plutôt bien passé grâce à l'expertise de l'usine parce que l'Asie maîtrise cette technologie-là depuis des années, quoi. Ok, donc j'imagine aussi que la délégation depuis l'Asie, la création de tes produits, c'est aussi dans des logiques de coûts et de marge, sinon la marque peut pas se lancer là. Est-ce que dans les ambitions, tu aimerais bien industrialiser et importer ça en France? C'est quoi ta vision par rapport à ça? C'est une très bonne question, parce que même moi je me la pose assez souvent, on me la pose assez souvent aussi, c'est la question du Made in China versus le Made in France. Moi, je m'adresse, quoi qu'il arrive, ne serait-ce que même pour les prestations, aux meilleurs. Et s'adresser aux meilleurs pour le WC japonais, c'est aller en Asie. Tu peux avoir la volonté de fabriquer en France. Mais dans ce cas, t'acceptes de ne pas forcément t'adresser aux meilleurs. Et c'est encore une fois une mentalité. Qu'est-ce que tu veux faire travailler? Avec qui tu veux bosser? Le petit souci avec la Chine, quand on dit Made in China, c'est qu'on a tendance à penser que les conditions de travail sont déplorables, que la qualité est médiocre. Ce qui n'est plus tout le cas aujourd'hui quand on choisit bien ses usines et les personnes avec qui on travaille. La majorité des pièces d'iPhone sont fabriquées en Chine. On sait que la Chine fait aujourd'hui de très bons produits de très bonne qualité. Et nous, tous nos produits sont garantis 2 ans, ils fonctionnent très bien, ils sont faits pour durer. Derrière ça, il y a aussi les conditions de travail. Et c'est là où trouver une usine en Chine qui avait une bonne condition de travail, une usine, on va dire, propre, clean, ça n'a pas été évident et ça a un certain prix. Et du coup, nous, on travaille avec une usine qui est labellisée SMETA. Et SMETA, c'est un label qui t'assure une équité commerciale, pas de travail forcé, pas de travail de nuit, pas de travail d'enfant, de bons salaires, des bonnes conditions de travail, sécurité, etc. Donc, il est possible aujourd'hui en Chine de trouver des bonnes usines qui font de bons produits avec des travailleurs qui sont dans un bon cadre de travail et qui sont payés à la hauteur de leur travail. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, pour moi, si on fabrique proprement en Chine, on n'a pas tout à fait intérêt, dans mon industrie, à s'adresser à des personnes moins bonnes, qui vont mettre plus de temps à comprendre ce que je veux, qui vont faire des produits qui vont moins bien fonctionner au début puisque c'est pas leur expertise, et de le faire en France. Alors oui, en France, ça coûterait plus cher, c'est effectivement un sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Boku, on pourrait bosser avec la France et accepter de réduire toutes nos marges, etc., et de perdre plus de temps? Je pense pas. Pas quand on est une start-up, et ce qu'on veut, c'est la performance. Maintenant, il y a un petit problème avec cette réflexion-là, c'est que la Chine a une population vieillissante. Et on sait que d'ici 50, 60 ans, il y aura beaucoup moins de travailleurs en usine que ce qu'on a aujourd'hui. Parce que les jeunes qui naissent aujourd'hui en Asie, en Chine, ne veulent plus travailler à l'usine. C'est un fait. Donc on va avoir un appauvrissement de l'industrie chinoise. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Si tout le monde fabrique en Chine, si les usines de tout le monde sont en Chine, ça va finir par poser problème. Donc, la finalité, alors je sais pas si ce sera pour Boku ou pour d'autres marques, d'autres boîtes que je pourrais faire à l'avenir, mais la finalité, c'est de produire en France, c'est de rapatrier ce savoir-faire, où en France, on a au contraire un engouement de plus en plus de la part de jeunes de travailler dans des usines, de faire renaître et d'améliorer le savoir-faire français. Mais donc ça, c'est une vision très long-termiste qu'on n'a pas encore avec Boku, puisque c'est vraiment dans 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, quoi. C'est pas tout de suite.
Oui, et puis il faut bien commencer avec des bases solides et saines pour être rentable aussi dès le départ. C'est ça. Donc c'est clair que pour commencer, c'est là où tu dois être et c'est le parfait jalon. Quand on va sur le site internet de Boku aujourd'hui, donc on voit effectivement les toilettes japonaises portatives, on va dire. On voit aussi d'autres produits qui commencent à arriver, le Boku Mini et les serviettes bambou. Donc il y a une sorte de catalogue produit qui se dessine autour des toilettes japonaises. Est-ce que tu peux nous expliquer ta réflexion là-dessus et potentiellement aussi ta stratégie pour étoffer ce catalogue? Absolument. Donc notre best-seller, c'est le bidet Boku. C'est des WC japonais à fixer qui transforment tes toilettes classiques en toilettes japonaises en 10 minutes et sans travaux. Il y a quand même en France une belle variété de toilettes différentes, ce qui fait que le produit ne fit pas sur tous les WC. Et je reviendrai là-dessus juste après. Et on a beaucoup de clients qui donc avaient un bidet Boku chez eux et qui ont tellement été touchés par ce niveau d'hygiène merveilleux que quand ils allaient en vacances, au travail, chez des amis, ils n'étaient plus à l'aise à l'idée d'aller vraiment aux toilettes, quoi. Et donc, ils nous ont littéralement demandé, est-ce que vous n'avez pas une version portative, une version portable? Et donc, ce besoin de pouvoir emporter l'hygiène des WC japonais n'importe où, noué à ce besoin d'augmenter la compatibilité de notre bidet Boku, qui n'est pas absolu, a donné naissance au Boku Mini, qui est une version portable des WC japonais. Et donc pour les personnes qui peuvent pas installer bidet Boku chez elles, le Boku Mini fait très bien l'affaire, il est terriblement efficace. Et pour les personnes qui ne pouvaient plus se passer du bidet Boku en vacances, en trek ou ailleurs, peuvent s'équiper également du Boku Mini. C'est un produit complémentaire. Et au-delà de ça, donc il y a les serviettes en bambou, puisqu'il faut savoir que le bidet Boku ne se bat pas contre le PQ à 100%. C'est-à-dire qu'on ne veut pas supprimer l'utilisation du papier toilette avec Boku. On veut en réduire drastiquement sa consommation. Donc en moyenne, on réduit de 80% sa consommation de papier toilette avec Boku. Il reste toujours 20% pour se sécher et s'assurer qu'on laisse rien derrière soi. D'où ces petites serviettes-là, qui sont pour les personnes qui voudraient totalement supprimer le papier toilette de leur vie. Ça se fait aussi. Donc tous ces produits tournent effectivement beaucoup autour du bidet Boku, qui est notre best-seller. Mais on a une vraie stratégie par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait mon étude de marché, je me suis rendu compte que l'avenir, c'était les WC japonais. C'est ça l'avenir. Je sais que dans 50 ans, les WC lavants seront bien plus en France qu'aujourd'hui. On est voué à réduire le papier toilette, à avoir un meilleur impact sur l'environnement, à être en meilleure santé, avoir plus de bien-être, plus d'hygiène. Le souci, c'est qu'on n'est pas prêt en France pour les WC japonais. Il y a trop de freins. C'est trop gros, ça coûte trop cher, c'est trop nouveau. On n'a pas été éduqué avec les WC japonais. On a été éduqué avec les bidets, enfin nos parents ont été nos grands-parents, mais c'est des US, c'est plus d'actualité. Donc je me suis dit, ok, on ne peut pas lancer de WC japonais en France. Comment est-ce que je pénètre le marché facilement, avec un produit beaucoup plus accessible? Et c'était le rôle du bidet Boku. Donc la stratégie est la suivante, c'est on pénètre le marché avec un produit accessible. On fait beaucoup de contenu éducationnel, beaucoup d'humour. On éduque énormément, on investit beaucoup en publicité tous les mois. Et on pourrait être plus rentable en faisant un petit peu moins de broad si tu veux, mais c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est que tous les gens qu'on touche aujourd'hui, on sait que si on est toujours là dans 5-6 ans, ils achèteront chez nous. Parce qu'ils ont appris avec nous. Et donc l'idée, c'est donc de pénétrer le marché avec ce produit peu cher, facile à installer, et de monter en gamme petit à petit. Et on a fait pas mal de sondages auprès de nos communautés, de nos clients d'acheteurs et de non-acheteurs, et plus de 74-75% des gens sont prêts à monter en gamme pour un produit à 100, à 200, à 300 euros plus cher pour les mêmes features, si puis-je dire, un produit simplement de meilleure qualité, plus haut de gamme. Donc, ce qu'on a compris, c'est qu'une fois qu'on est rentré chez les gens, qu'ils ont testé le produit, ils ne sont pas déçus. Et ils sont prêts à payer plus cher. Une fois qu'on a eu son permis et qu'on a acheté une petite voiture, qu'on aime bien ça, qu'on a la confiance, on est OK pour mettre 20 000, 30, 40, 50 000 dans une belle voiture. C'est la même chose avec les WC japonais. Puisque plus on monte en gamme, plus on a de bien-être, plus on a de facilité. Et donc voilà, c'est un peu ça la stratégie de Boku. Et la finalité, c'est de vendre des vrais gros WC japonais dans 3-4 ans. Très design, très beau, et de devenir le Toto du WC japonais en France, quoi. Et on espère que nos investissements en publicité, en contenu éducationnel, éducatif plutôt, vont payer d'ici là, quoi. Donc on voit bien qu'il y a un marché qui a un besoin d'éducation par rapport à la culture française où il y a un changement culturel qui est en train de s'opérer
grâce à vos contenus éducatifs. Tu as parlé du canal d'acquisition Ads, donc tu as ton groupe d'assets et j'imagine que tu diffuses sur Meta, par exemple, comme tu le disais, donc Facebook et Instagram. Quid de l'aspect inbound, un peu plus organique? Est-ce que vous commencez à activer ce canal-là et qu'est-ce que vous entreprenez, qu'est-ce que vous créez comme contenu pour exploiter ça? Ouais, alors c'est toujours un peu délicat pour une startup qui est drivée par la performance de se baser sur du contenu organique. Parce que c'est moins héroïste, c'est moins maîtrisable, ça prend plus de temps, c'est plus hasardeux. Donc, on a mis du temps à le faire. Et même aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait très très bon dans la création de contenu purement organique. Alors, on fait quand même de belles vidéos et de belles collaborations avec des créateurs de contenu sur notre compte Instagram. Donc, on fait des réels qui font 50, 100 000, 200 000 vues par moment, ce qui est très cool, mais c'est encore trop rare. Parce que on a moins le temps on n'a pas tout à fait les équipes non plus pour générer du contenu organique, mais plus ça va, plus on s'y dirige. Quand on voit qu'on peut faire des centaines, voire des millions de vues sur TikTok avec une vidéo en organique, on se pose quand même des questions. Nous, on sait qu'on a un contenu qui est très drôle, très humoristique, que les gens peuvent adorer, mais dans les objectifs de rentabilité, dans les roadmaps de Boku, c'est pas en priorité. Et on sait que c'est un vrai pain point. On sait qu'il faut qu'on recrute aussi dans ce cadre-là, parce que on peut pas simplement relater la croissance de Boku sur du paid ads. Parce que mettons qu'un jour le paid ads ne fonctionne plus, si on n'a pas généré une communauté assez engagée envers nous, avec des belles vidéos, des habitudes, etc., bah ça va pêcher quelque part. Donc aujourd'hui, on réunit 20 000 abonnés sur Instagram. C'est cool, mais il faut qu'on grandisse beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on a des dizaines de milliers de clients et on a, entre guillemets, que 20 000 abonnés sur Instagram. Donc, on sait que c'est un petit sujet chez nous qu'on ne pose pas assez. Donc, en tout cas, c'est dans le viseur. Il y a les ads qui sont diffusés, déployés, parce qu'à un moment donné, il faut bien faire rentrer de l'argent aussi. C'est la priorité, ouais. C'est normal. Mais vous commencez déjà à anticiper les canaux un peu plus organiques. Donc, tu as pris l'exemple du social media avec du contenu vidéo, contenu textuel peut-être demain, ou audio aussi? Audio, pourquoi pas. On fait beaucoup de SEO quand même. On fait des articles à gauche à droite et j'essaye moi en tant que fondateur de m'ouvrir à des podcasts comme celui-ci, de participer à des émissions de télé. Donc on a la chance d'avoir un concept qui buzz et on a beaucoup de gros médias qui ont fait des beaux articles sur Boku et ça a beaucoup joué. Et je pense que ça a permis de contrebalancer avec ce côté organique qu'on a un petit peu moins en interne, puisque c'est créé naturellement en externe de par l'attraction qu'a Boku aux yeux du monde entier. Et en fait, l'organique pour nous, ça représente un peu plus du fun. Et comme tu disais, il faut faire rentrer de l'argent, il faut que la marque tienne la route, et on a un peu plus de mal avec ça. Donc, on n'est pas au top, ouais. Sur l'aspect média, tu me tends la perche. Pour dire la vérité, moi, la première fois que j'ai connu ou j'ai rencontré Boku, c'était pas sur Instagram, c'était sur Quotidien. Alors, je dois pas être le premier à te le dire, loin de là. Moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu comment ça s'est fait. Comment t'es rentré en relation avec le média? Est-ce que t'avais des contacts ou pas? Comment ça se fait? Et ça a été quoi les retombées derrière? Absolument, c'est de super questions. Moi, il faut savoir que Quotidien, d'ores et déjà, c'était mon premier passage télévisé ever. Et beaucoup de personnes se disent oui, t'as dû envoyer des emails, payer une agence relation presse pour qu'ils aillent les démarcher, combien t'as payé pour passer sur l'émission? C'est des questions qui sont très importantes. Il faut savoir que Quotidien m'a démarché directement sur Instagram, sur mon compte privé, un vendredi soir à genre 20h, 21h. Et j'ai d'abord créé une blog, donc j'ai pas tout à fait répondu. J'ai mis 24 heures à répondre, et surtout qu'ils m'ont dit bah écoute, on est vendredi, on aimerait que tu passes lundi. Donc je me suis dit non, il y a anguille sous cloche, il y a un problème. Et il s'avérait que c'était pas un problème, c'était une belle et vraie annonce. Et donc j'ai dit ok. Et en fait, tout comme tu as pu me connaître sur Quotidien, ils ont dû me connaître via des articles, via une publicité loufoque sur Instagram. Et ils m'ont contacté comme ça. Et donc quand on est contacté par Quotidien pour passer chez eux, on ne paye pas. C'est considéré comme un micro-reportage, ce qui était le cas. Ça durait 4-5 minutes. Donc je n'ai pas eu à payer pour mon passage. Et c'était un peu le grand stress pour moi, quoi. Premier événement télévisé, très peu de temps pour se préparer. Aucune idée des questions qu'ils vont m'être posées jusqu'à genre 10 minutes avant mon passage. Ils m'ont parlé un petit peu de ce que j'allais dire, mais des questions qu'ils allaient évoquer, mais j'en savais rien jusqu'alors. Alors heureusement je maîtrise mon discours, mais c'est quand même pas mal de stress pour un jeune de 23 ans passer à la télé comme ça, et c'était une superbe expérience. Et en termes de retombées, il faut savoir que Quotidien, c'est entre 700 000 et 1,2 million, 1,3 million de téléspectateurs quotidiens tous les jours. Et c'est simple, ils nous ont mis en rupture de stock en 45 minutes.
Donc, on a vendu plus de 900 ou 1000 produits. Et ça a été notre plus grosse journée qu'on ait jamais faite sur Boku à ce moment-là en tout cas. Et donc c'était exceptionnel. C'était pour moi une superbe expérience aussi, un bon moyen de faire rayonner Boku entre guillemets sur la France entière. Et derrière, ça a généré pas mal de retombées médiatiques et beaucoup de crédibilité, puisque je pense que tous ceux qui lancent des startups le savent. Le plus dur, c'est d'être crédible auprès des clients, auprès d'autres sociétés, auprès de collaborateurs, c'est d'être crédible. Et pour être crédible, il faut savoir faire beaucoup de chiffres, savoir avoir eu beaucoup de clients, soit avoir été mis en avant par des médias. Et donc maintenant, nous, on est un peu placardé quotidien, mais on nous a vus sur la télé, et ça fait quelque chose. Les Français, quand ils voient que tu es passé à la télé, ils se disent, ok, ah oui, c'est pas mal quand même. La télé, c'est un vieux média, mais c'est un média d'autorité. Beaucoup plus que sur Instagram, Facebook, où on voit énormément de contenu. Un média d'autorité, il y a aussi par exemple celui du métro, les grandes affiches, c'est un média d'autorité. C'est des gros médias qui coûtent normalement très très cher, sauf quand on y est invité. Donc voilà, quotidien, c'était ça, c'était merveilleux et j'espère pouvoir refaire d'autres émissions à l'avenir. Ouais. Et ce qui peut être intéressant, parce que là on voit que les médias de cette ampleur, ça marche beaucoup. C'est quoi la recette finalement? Puisque là on pourrait se dire, ok, on a une marque, Boku, avec un sujet drôle, humoristique, décalé, sur un besoin à régler, qui est le besoin de l'hygiène intime, qui concerne tout le monde. Est-ce que tu penses que c'est ces critères-là qu'il faut potentiellement compléter pour pouvoir être identifié et invité? Est-ce qu'il y en a d'autres? Absolument. En fait, il y a des agitateurs, comme j'aime les appeler. Un agitateur de Boku, c'est l'environnement, l'écologie. La production de papier hygiénique représente jusqu'à 15% de la déforestation mondiale. C'est un fléau. Et encore, ce serait la solution la plus hygiénique, on pourrait dire, ok, mais c'est pas le cas. Le PQ, ça l'est pas du tout. Donc ça, c'est un sujet de société. On va tous aux toilettes, on utilise quasiment tous du papier toilette, et le papier toilette pour tout le monde, c'est un fléau. Donc ça, c'est un agitateur médiatique. Les médias, ils adorent en parler. Il y a un problème, les médias adorent parler problème. Et quand ils trouvent quelqu'un qui a une solution, là, c'est bingo, quoi. Ils adorent ça. Ensuite, il faut donner envie aux médias de faire parler de soi. Et pour ça, l'humour, une belle identité, un fondateur qui se met en avant. Il y a une vraie stratégie de personal branding pour Boku qui est hyper importante pour se différencier et pour faire parler de moi et de Boku aussi. Et quand on mélange ça à une aventure un peu entrepreneuriale, comme je te disais, un petit peu jeune, une start-up qui a fait un Ulule, dans l'air du temps, on touche les sujets médiatiques, l'environnement, le Covid. Ah tiens, on reparle un peu du Covid, pénurie de PQ, c'est vrai que c'était un gros sujet quand même. Et bah voilà, c'est des agitateurs qui donnent envie aux médias de faire des gros titres. Il réduit la consommation de PQ, il a eu la solution pendant le Covid, il a. Les médias adorent les grandes lignes. Et donc il faut réunir, il faut être, c'est pas likable, mais il faut être télévisionnable, je sais pas comment le dire, mais il faut donner envie aux gens de parler de nous. Et quand on arrive à aligner tous ces points-là, en fait, on vient naturellement nous démarcher. Et il faut quand même avoir quelques gros titres à faire. Par exemple, nous, on est le projet le plus financé sur lui dans la catégorie santé bien-être. Donc, on est les numéros 1 de quelque chose. Et les médias, ils aiment aussi beaucoup ça. Oui, ils ont levé plus de tant de millions d'euros pour leur boîte. Ils sont numéro 1 de telle plateforme, tel machin. Ils ont fait économiser 100 millions de litres d'eau dans la production de PQ. Ça, c'est des chiffres que représente Boku. Et les médias aiment beaucoup ça. C'est ce qui permet d'avoir des arguments de réassurance. Donc là, on a parlé beaucoup du marché B2C, donc les particuliers qui achètent et qui consomment Boku. Je sais que vous travaillez également une cible B2B, donc des entreprises. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont tes cibles et comment tu les travailles aujourd'hui? Oui, alors pour le B2C, on va commencer par ça. Donc nous, on fonctionne essentiellement avec Meta. On a d'autres canaux d'acquisition, mais le plus gros, ça reste Meta. Et alors moi, je suis pas le meilleur pour faire les plus beaux personas du monde. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une IA, on va dire, de media buying qui est Meta, qui est hyper intelligente. Et donc, ce qui se passe sur Meta, c'est que quand on fait du broad, Meta va trouver, donc Meta c'est Facebook, va trouver les personnes les plus à même d'acheter ton produit. Et ça m'a aidé en même temps à définir mon persona. D'ores et déjà, moi, quand j'ai fait mes études de marché, je demandais lieu de vie, si les personnes vivaient en foyer, ils vivaient seuls, quelles études ils avaient fait, s'ils en avaient fait ou pas, s'ils travaillaient, entre combien et combien est-ce qu'ils gagnaient. Donc c'est plein d'infos qui va me permettre de dire, ok, ces personnes-là, je vois qu'elles sont ok pour acheter le produit, ok pour l'acheter à tel prix, et ça leur passait.
Donc leur vie, c'est ça. Elles se construisent sur ça. Et ça m'a permis de fonder un petit peu un persona. Et on s'est rendu compte que à Via Meta, on avait 50% d'hommes, 50% de femmes. On a un cœur de cible naturellement qui est entre 25 et 35, mais qui a tendance à plus s'étirer vers les au-delà de 45 que les en dessous de 25. Question de moyens, question de ah bah j'habite chez moi, ou non je suis en coloc, ou non je suis chez mes parents, donc j'ai pas installé des WC japonais, tu vois. Et on a plein de personnes qui achètent chez nous en fait. On a des personnes qui sont plutôt écologiques, qui veulent réduire leur impact sur l'environnement. On a des personnes, des familles nombreuses qui veulent réduire leurs achats en papier toilette, donc qui veulent faire des économies. Il y a des personnes qui veulent simplement améliorer leur bien-être, leur hygiène. Il y a ceux qui veulent une maison plus belle, qui veulent apporter de la valeur à leur salle de bain, à leur WC, en les transformant en WC japonais. Et t'as tout un tas de personnes qui adorent notre humour et qui achètent juste pour ça, juste parce qu'on les fait marrer littéralement. Et pour le B2B, c'est une stratégie qui est très très différente pour le coup, et qu'on lance à peine, puisque quand on lance une boîte, pour moi, il faut se focus sur un sujet à la fois. Tu vois, faut pas s'éparpiller, mettre 10% de ton énergie dans 10 projets différents, t'y arrives pas, ça fonctionne pas. Tu vois, après t'es frustré, ça marche pas. Donc là, on maîtrise l'acquisition online, on est le meilleur, on est bon, ok, nickel. Maintenant, on passe au B2B, et on le développe, et on recrute. Et en B2B, il y a un océan de travail à faire. Le papier toilette s'adresse à plein de personnes et du coup on a beaucoup de groupes d'hôtels par exemple qui sont intéressés par nos solutions parce que c'est un bon moyen à prix raisonnable de faire monter en gamme en standard les grands groupes hôteliers, Accor Hôtel, Gîtes de France, Airbnb aussi. On a beaucoup d'hôpitaux et d'EHPAD, de centres seniors pour qui ce genre de produit leur permet vraiment de faire baisser leur charge de travail et leurs achats aussi en papier toilette indirectement parce qu'elle est lavée les patients les résidents qui sont dans les hôpitaux, ça demande beaucoup de temps et c'est agréable pour personne. Et ça fait partie des tâches les plus difficiles quand on est aide-soignant, enfin des plus difficiles, des moins agréables, et on permet à ces personnes-là de soulager un petit peu leur quotidien. Derrière ça, on a aussi les paquebots, par exemple, pour qui le papier toilette, ça prend beaucoup de place, ça prend l'humidité et ça bouche les canalisations, parce que les canalisations d'un paquebot, c'est comme pour les camping-cars ou les avions, c'est un fléau. Et au-delà de ça, on a aussi les salles de sport, les centres bien-être, massage, ce genre de choses. Et c'est sans parler de tous les distributeurs, Darty, Boulanger, et d'autres que je ne cite pas, qui sont intéressés par ce genre de produits. Donc vous avez des verticales, on va dire sectorielles, le tourisme, la RHD, etc. Vous avez également un réseau de distributeurs qui est à construire. Comment on ajoute cet ADN de cycle de vente plus long, plus complexe, mais aussi avec des paniers moyens plus élevés. Quand on part de l'e-commerce, c'est quoi le switch? Par quel bout tu rajoutes les process? Par quel bout tu vas recruter pour accompagner cette nouvelle phase de structuration? Eh ben, t'as dit une partie de la réponse. Le cœur de la solution, c'est le recrutement. Moi, le B2B, enfin le retail ou la distribution, j'y connais rien. J'y connais quasiment rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu quand on veut se lancer en B2B? On recrute un business développeur. Quelqu'un qui va te permettre de rendre retailable ta marque. Et ça, c'est le premier step à faire. C'est comment est-ce qu'on rend une marque, un produit retailable en termes de prix, en termes d'image, en termes de packaging, en termes de normes. Comment est-ce qu'on fait ça? Le business développeur, il est là pour t'aider à faire ça. Donc nous, on vient de recruter ce profil-là il y a un mois et on bosse dessus actuellement. De là, une fois que ta marque elle est retailable, il faut la tester. Comment est-ce qu'on teste son produit? Alors on va pas aller voir Darty ou Fnac directement parce que c'est beaucoup de risques, c'est des gros comptes et c'est difficile de rentrer chez eux, surtout si tu fais des erreurs de débutant. Donc la stratégie, c'est de rentrer dans des petits commerces, des concept stores un peu fun qui vont faire du bruit, de la com et chez qui tu vas pouvoir tester à petit volume la vente de ton produit en physique. Ça, c'est les premiers steps. Derrière, nous, pour le B2B, donc la vente d'équipements à des professionnels du style les hôtels, les hôpitaux et tout ça, nous, on a une forte demande latente. En fait, des demandes, on en reçoit depuis quasiment le début de Boku. Mais on n'est pas prêt. Donc, on les met en stand-by. Ça, le gros sujet de cette partie-là, c'est l'installation. Donc, en fait, on vend une installation plus le produit, enfin plusieurs produits en l'occurrence, et à cette typologie d'établissement. Et derrière ça se fait petit à petit. Il faut pas perdre de vue que l'objectif, ça reste la rentabilité. Il faut pas oublier que vendre en physique n'est pas du tout la même chose que de vendre en digital. Et donc là, il faut éduquer les gens et t'as juste un packaging pour le faire, tu vois. Donc c'est très délicat. Mais par contre, il ne faut surtout pas sous-estimer la force du digital qui va se retranscrire en physique. Je m'explique. C'est trop bête
d'attendre que en digital on soit les meilleurs et qu'on laisse un petit peu le digital s'effondrer ou se calmer pour se dire ah bah tiens le digital se calme, on va lancer le physique. Il faut profiter du bruit qu'on fait online pour continuer la conversation qu'on a avec nos clients sur Internet en physique. Ça passe par le print, ça passe par des journaux, des flyers, ce genre de choses, et il faut qu'ils puissent se retrouver en magasin. La discussion avec un prospect avant l'achat, elle est continue. Elle est en ligne, il faut aussi qu'elle soit dehors. Et du coup, ne pas rentrer en retail aujourd'hui, c'est faire une croix sur plein d'investissements en ligne qu'on fait qui sont aussi rentables dans la vraie vie. Aujourd'hui, quand quelqu'un va chez un ami et qui voit un beau cul et qu'il a l'occasion de l'essayer, il en a déjà entendu parler, il sait où l'acheter et il l'achète directement parce que le produit ne déçoit pas quand on l'utilise. Donc, il faut aller vite. C'est ça la solution. Enfin, c'est ça pour moi le secret. Il faut bien recruter, il faut aller vite et profiter des investissements publicitaires qu'on fait en ligne pour lancer le retail et le B2B le plus vite possible. Et pour faciliter le B2B, j'aimerais bien t'entendre sur l'aspect site internet, parce qu'en B2B, sur des cycles de vente très complexes, le site internet, lorsqu'il est bien fait au niveau de son arborescence, de son contenu et de ses atouts de conversion, c'est quelque chose de super puissant. Aujourd'hui, sur le scope B2C, vous avez déjà des éléments de réassurance qui sont super bien vus. Je pense au Kaka calculateur de ROI qui pourrait être adapté au B2B, qui calcule en fait pour une famille l'économie en termes d'euros fait à l'année en économie de papier toilette. Je pense à la FAQ avec la dose d'humour qui va bien. Qu'est-ce que vous allez adopter du B2C pour l'amener dans votre univers B2B qui, pour le coup, d'autant plus pour votre marque et votre positionnement, peut être un accélérateur incroyable? Effectivement, tu as commencé à en parler. Il faut savoir que on va parler de distribution et de retail. On connaît les besoins de nos clients. On sait comment leur parler. On sait qu'est-ce qui les fait passer à l'achat. Les arguments de l'économie de papier, etc., etc. Donc nous, on comprend nos clients. On sait comment leur parler. On connaît leurs problèmes. Les distributeurs, ils vont être intéressés par les problèmes de nos clients, que nous, on comprend très bien. Donc en fait, on va pas se dire, ce qu'on va dire aux clients, c'est regardez, Boku vous fait faire des économies. Et ce qu'on va dire aux distributeurs, c'est regardez ce que Boku fait faire comme économie à vos clients. Et on fonctionne comme ça. Et vous, donc regardez tout le buzz qu'on fait, regardez l'argent, etc. Il faut leur parler client aux distributeurs. Et donc nous, on a déjà des mécaniques, par exemple l'économie de PQ, l'économie de production l'économie d'eau polluée en moins grâce à Boku, tu vois, c'est considérable. Et en fait, il faut parler aux distributeurs en leur disant vos clients vous nous aimez pour telle et telle raison. Donc on a déjà les arguments. Maintenant, il faut adapter son discours commercial puisqu'il faut rendre la marque sexy aussi pour le retail, ce qui est pas tout à fait facile. Donc, pour ça, écoute, moi je pense que la meilleure personne pour en parler, ce serait ma business dev, parce que moi j'ai pas fait d'études d'école de commerce, donc les négociations, discours commerciaux, tout ça, je les maîtrise moins. Mais on sait qu'on a déjà une belle portée médiatique et que rien que ça, pour les distributeurs, c'est hyper important. Quand une marque fait de la télé, quotidien ou autre, c'est important pour eux. Ça veut dire ils savent que des millions de Français vont les voir parce que pour les mastodontes du retail, le digital c'est un peu sombre. C'est un peu caché, ils ont du mal à comprendre, ils veulent du physique, ils veulent nous voir dans des journaux, ils veulent nous voir à la télé, ils veulent nous voir dans le métro. Ça rassure les distributeurs. Et les distributeurs, ils ont une fâcheuse tendance à fonctionner de la manière suivante, à savoir, il y a Fnac qui dit oui, bah tiens, Darty va dire oui, bah Boulanger va dire oui, etc., etc. Donc il faut, le plus dur, je pense, je le sais, c'est d'en convaincre un, de rentrer chez eux, et là derrière il y a tous les gros comptes qui vont suivre. Et derrière ça, on sait qu'on a un produit qui ne pêche pas, qui fonctionne bien, et ça je pense que pour un distributeur c'est le plus important. Ça et le fait qu'on va monter en gamme, qu'on va continuer à se développer, qu'on fidélise nos clients, qu'il y a une vraie volonté chez nos clients de monter en gamme avec nous, de nous accompagner dans notre croissance, et des clients qui nous sont fidèles, qui vont s'adresser à nous plutôt qu'à des petites douchettes ou d'autres WC japonais, d'autres marques qui n'ont pas fait l'effort de les éduquer. Et comme nous, on montre à ces distributeurs qu'on investit énormément en contenu éducatif, ils sont rassurés. Ils se disent, OK, on se place en tant que précurseur, ils font des efforts pour vendre leurs produits. Et ils vont pouvoir récupérer ces efforts qu'on fait en ligne, en physique, en retail, chez eux. Donc, tu as parlé de montée en gamme, de développement du catalogue, de lancement de nouvelles cibles, de nouveaux marchés. Est-ce que pour adresser cela, vous avez imaginé ou repéré des actions de co-marketing, c'est-à-dire Boku et telle marque, ensemble, on y va et on crée une synergie? Et si c'est pas encore sur la table, est-ce que ça te donne des idées?
Ouais, les idées sont déjà venues sur la table. C'est pas toujours évident de s'entourer de grosses marques pour faire de belles collaborations avec lesquelles c'est tout à fait aligné. Mais on y pense beaucoup. Par exemple, alors ça c'est pas fait, mais il y a la marque Poppy qui font du papier toilette recyclé. La fondatrice s'appelle Audrey. Et alors elle, elle fait du meilleur PQ, meilleur pour la santé parce qu'il y a moins d'agents blanchisseurs, etc. Et surtout meilleur pour l'environnement. Et moi, je me bats un peu contre le papier toilette. Mais on a quand même pris le temps de se faire un rendez-vous puisqu'il y a toujours des synergies à faire. On se bat tous pour un monde meilleur, concrètement. Et ensuite, il y a beaucoup de DNVB qui font de l'hygiène comme des culottes menstruelles, des soins féminins et masculins, des crèmes hydratantes, ce genre de choses. Donc, il y a des choses à faire. Encore une fois, comme c'est pas, la stratégie la plus héroïste pour nous, on a tendance à le mettre un petit peu de côté. Comme on est une start-up, on veut affirmer notre image de marque et notre message. Et faire rentrer, entre guillemets, une marque trop tôt dans le processus de fondement d'une startup, c'est brouiller un peu le message. C'est parler de quelqu'un d'autre alors qu'on pourrait parler de soi. Et donc, à notre stade, c'est pas partie de notre stratégie directe, mais on sait qu'il y a plein de synergies, par exemple, avec une marque qui s'appelle Inga. Ils font des essuie-tout, des mouchoirs réutilisables, des éponges réutilisables. Donc, ils sont sur le consommer moins, mais consommer mieux. Un petit peu comme nous. On veut réduire l'utilisation de papier de toilette et de produits à usage unique. Et donc, on sait qu'entre nos clients, il y a des arguments qui font écho. Donc, on est totalement ouvert à ce genre de collaboration. Mais voilà, faut trouver le temps pour le faire. Mais c'est sûr que c'est tout sauf inintéressant. Donc pas prioritaire, c'est dans le viseur, mais pour l'instant, place toujours au business et au développement. Ouais. C'est très clair. Tout à l'heure, tu as dit qu'à la genèse du projet Boku, il y avait eu cette campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule. Tu as dû développer un savoir-faire incroyable sur cette plateforme-là, sur ces dispositifs-là pour lancer des produits, des business. C'est quoi les conseils que tu peux donner à des jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer justement sur de la DNVB pour lancer leur propre projet via ce canal-là? Eh bien, il faut savoir que effectivement, Ulule, au même titre que Kickstarter ou d'autres plateformes de crowdfunding, c'est un moyen de dérisquer le lancement de son business. C'est-à-dire que un produit, un prototype, une vidéo publicitaire, quelques dizaines d'heures, on va dire, et plus passées sur une plateforme, et on lance un produit en précommande. Et derrière, s'il y a l'attraction, là, on lance la production. Si on n'a pas, il y en a pas. Tant pis. Mais donc, pour moi, c'était le meilleur moyen de lancer une entreprise à bas coût. Parce que en sortant d'études, j'avais pas toutes les économies du monde. Et ça permet très vite de confronter sa solution au marché, donc à moindre coût. Et pour moi, quand on monte une boîte, c'est bien beau de passer 6 mois, 1 an à faire le meilleur site web, le meilleur produit, les meilleures pubs, les meilleures campagnes, tout ce qu'il faut, et tout lancer d'un coup. Mais si t'as jamais confronté ta solution face à face à un client sur Internet, tu pourras jamais avoir ses retours et tu vas te casser la gueule. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui vont vite plutôt que ceux qui vont bien. Il faut tester le plus tôt possible sa solution. Et Ulule permet de le faire à moindre coût. Au-delà de ça, sur Ulule, il y a plein de mécaniques qui font qu'une campagne fonctionne. Je dirais que la première, c'est le sentiment d'exclusivité et d'avant-première. Les gens qui vont acheter, quand tu fais une campagne Ulule, c'est pas des gens qui vont acheter un produit chez toi. Ils achètent une aventure. Ils prennent part à la création d'une entreprise en laquelle ils croient. Et ça, c'est hyper important, puisque les personnes qui achètent pendant cette campagne de crowdfunding, ce sont des personnes qui vont se battre, mais corps et âme pour toi, pour ton entreprise, des années après, et qui vont te défendre dans les commentaires. Nous, on le voit chez Boku et c'est merveilleux. Et donc, il faut leur vendre une aventure. Et pour ça, il faut aussi leur faire des prix spéciaux. Faire une campagne nulle avec les mêmes prix qu'on va avoir sur un site web 6 mois plus tard, ça n'a aucun sens. Donc, c'est un sentiment d'être privilégié, d'être un peu sur une liste VIP et de communautarisme. Et c'est important de ces gens-là de directement les faire entrer dans le fonctionnement de la boîte, leur envoyer des sondages, leur poser des questions. Et je parle pas de faire du fake, il faut vraiment construire ta boîte auprès de ces premiers acheteurs qui ont cru en ton projet alors qu'ils avaient quasiment rien pour le faire. On n'avait aucun client, aucun historique, on avait juste une centaine de bêta-testeurs et il y a genre 5000 clients qui ont cru en nous et qui ont acheté nos produits pour cette précommande d'Ulule. Donc ça, c'est le premier gros conseil, c'est des offres différenciantes et faire rentrer les gens dans ta boîte, leur vendre une aventure plus qu'un produit. C'est hyper important. Au-delà de ça, il faut bien structurer sa vidéo de campagne. C'est un peu con, mais c'est l'image, c'est la vitrine de ton projet. C'est la vidéo de campagne et la chose la plus importante.
Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai structuré ma vidéo de campagne à la même image que ma description Ulule. Donc, Ulule, c'est un petit peu comme un site web. Tu peux faire une longue description, tu peux la faire écrite, tu peux faire tu peux mettre des images, tu peux mettre du graphisme, tout ce que tu veux. Et donc, il faut structurer son discours. Et un discours commercial, ça structure avec plein d'outils. Celui que j'ai utilisé, c'est AIDA. AIDA, c'est un outil marketing qui est très important. Donc, AIDA, c'est attention, intérêt, démonstration, action. Et c'est une structure qu'on peut utiliser sur des sites web, pour des vidéos, et c'est celle que j'ai utilisée. Et quand on la maîtrise bien, en fait, ça donne un résultat impactant. Et donc moi, c'est ce que j'ai utilisé pour ma campagne Ulule. Et il y en a d'autres, des acronymes que je ne connais pas, mais ça fonctionne bien. Disons ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut pas faire sa campagne Ulule ou sa description en freestyle. C'est-à-dire qu'on a tous des idées en tête, mais il faut synthétiser. À un moment donné, même si on a un beau projet de cœur, mettons, si on veut le vendre, il faut utiliser des stratégies et des techniques commerciales, puisqu'on a tous un peu les mêmes biais cognitifs, et il faut qu'on entende X pour faire Y. C'est un petit peu la même chose avec Ulule. Donc une bonne vidéo de campagne, une bonne description et une bonne communication par email. Moi, Ulule, donc j'ai fait un petit peu d'acquisition en ligne, j'ai fait donc ce qu'on appelle un Facebook Form, pour récupérer des leads, donc des emails, des personnes qui étaient intéressées par mon projet, intéressées à l'idée d'acheter ce produit-là. Et donc, on a fait beaucoup d'emails. Et on avait des taux d'ouverture qu'on a toujours et qui sont exceptionnels parce que on envoie des emails avec beaucoup de contenu humoristique et éducatif. Sur les réseaux sociaux, tout comme par email, un peu moins par email, mais les gens ne sont pas là pour acheter. Ils sont là pour se marrer, en fait. Ils sont là pour se divertir. Et il faut leur offrir du contenu divertissant. Et jusqu'à nos emails, jusqu'à la moindre ligne, jusqu'au dernier mot de la fin de nos emails, on les faisait marrer. Et donc ça, c'est très engageant. Et les gens répondaient carrément à nos emails alors que c'était des emails commerciaux, tu vois. Et donc, avec ces stratégies d'emailing-là, tu peux chauffer une belle base de données pendant 15 jours à coup de 5-6 emails jusqu'au lancement Ulule. Et là, tu lances et ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et pour nous, ça a bien fonctionné. Et donc, Ulule, je l'ai fait à base d'emailing, quoi, pour le lancement. Donc, emailing depuis Facebook. C'était quoi le budget recherché? J'ai injecté pour la génération de leads, c'était très peu, c'était 2200, 2400 euros pour récupérer 9000 emails. Donc en fait, c'est, voire un peu plus, il me semble, c'était hyper rentable. Mais ça a été hyper rentable parce qu'on avait une vidéo explosive, extrêmement drôle, qui a fait le buzz et qui a été partagée des milliers de fois. Donc ça joue énormément. Donc quand on fait une vidéo de campagne pour se lancer sur un projet de crowdfunding, il faut donner aux gens de partager le projet. Et c'est hyper important pour baisser ses coûts d'acquisition, ses coûts de génération de leads. Parfois on est limité par le budget, donc c'est encore plus une raison de le faire. Et surtout, ça permet d'augmenter sa rentabilité finale. Et donc, belle vidéo de campagne qu'on a propulsé du coup sur Facebook avec un lead form pour générer des adresses email. Derrière ça, les adresses email qu'on récupérait, on les envoyait donc sur Klaviyo, qui est un logiciel pour envoyer des emails. On chauffait la base de données pendant 5, 6, 7 jours et l'ouverture d'Ulule arrive et là on lance tout le monde, ouverture des ventes, 24 heures. Et l'important quand on lance une campagne de crowdfunding, c'est d'être très très fort, genre pendant les 24 premières et 72 heures. C'est hyper important puisque en fait on explose des paliers très tôt, très vite. Regardez la campagne Ulule de Boku a en 24 heures explosé son panier, explosé son premier step, ils ont fait plus de 200% de leur campagne Ulule. Les gens fonctionnent avec les chiffres et ça faut le garder en tête. Donc il faut être très fort dès le début. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que quand la campagne Ulule a commencé un petit peu à se calmer, qu'il y avait un petit peu moins de ventes, puisqu'une campagne, ça dure en moyenne 1 mois, et le cycle de vente est le suivant, ça fait une sorte de U. Au début, ça monte. Ouverture des ventes, il y a un grand pic de vente. Ensuite, ça se calme. Ça se calme. Il y a moins d'urgence, moins d'urgence. Et à la fin, quand on se rapproche de la fin du délai d'un mois, là, tiens, il reste plus que 4-5 jours pour acheter le produit et avoir le meilleur prix de l'année. Je vais peut-être m'y mettre. Donc, ça fait une sorte de U. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au tout début du creux de ce U, on a commencé l'acquisition pure et dure. Puisqu'on a vu que la vidéo avait fonctionné sur Facebook pour générer des emails, j'ai lancé la même vidéo, mais avec un lien direct vers Ulule. Et donc, on a lancé de la pub. Et là, on avait des ROAS incroyables. Et c'est là où la campagne a vraiment pris un autre tournant. C'est-à-dire qu'on avait fait un extrêmement bon lancement, mais quand on a commencé à faire de l'acquisition, là, Ulule m'a dit OK, on pense que vous avez le potentiel de devenir premier. Et là, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour être premier. On a injecté de l'argent comme on pouvait. Et ça a réussi. Voilà. Super histoire. Sur la stratégie et le déploiement opérationnel, ça vous a permis de recueillir combien de budget dans la campagne Ulule en bout de ligne? Ouais, la campagne Ulule, donc c'est une campagne de crowdfunding. On a prévendu 4800 produits et quelques pour un montant de 350 000 euros. Et donc, c'est ce qui m'a permis de ne pas avoir besoin de lever de fonds.
Et ça, c'est quand même hyper important, puisque quand on lève des fonds, ça veut dire qu'on est un petit peu endetté, ça veut dire souvent que l'entreprise ne nous appartient plus à 100%, ça a plein de choses différentes, et puis on est tamponné comme « Ah oui, entreprise qui a levé ». Et j'ai pas de problème avec la levée à la base, mais j'ai pu m'en passer, et c'est, je pense, une fierté d'être bootstrap. C'est hors du temps, tu te rends compte que c'est vraiment l'effet boule de neige, quoi. Parce que tu fais les choses bien, la boule de neige grossit, qui te permet de faire plus de choses encore mieux, papati, patata, et t'arrives à un beau projet. Donc 350 000 euros, et ça a permis d'avoir assez de trésorerie pour commander du stock pour les préventes et du stock à venir. Alors au début, on a été, comme on n'a pas levé, pas mal en flux tendu en termes de gestion de stock. On a fait rupture de stock sur rupture de stock, puisque après une campagne Ulule, tous les médias parlent de toi. T'es en ultra tendance, tout le monde va acheter, mais t'as pas de stock parce que t'as pas tant de trésorerie que ça, tu peux pas commander, les délais de fabrication sont un petit peu délicats, les paquebots ça met du temps à arriver aussi. Et donc moi, un truc qui a un petit peu sauvé Boku, c'est les préventes. On est en rupture, et on continue de vendre. Et en fait, quand tu montres aux gens que t'es en prévente parce qu'il y a une forte demande, ça crée de l'urgence. Ça crée de la désirabilité pour ta marque. Et on était limite plus rentable en période de prévente en rupture de stock qu'en période où on avait du stock et où on vendait de manière normale, tu vois. Et donc en fait, on a continué à vendre en continu. Alors ça posait d'autres problèmes derrière puisque du coup on était le stock qu'on venait de commander, en fait, il fallait l'expédier rapidement parce que c'était des commandes qui étaient déjà passées pendant la période de rupture. Donc on a été en flux tendu pendant pas mal de temps et jusqu'au moment où on a fini par en sortir. Et aujourd'hui, ça va mieux. En tout cas, c'est une superbe histoire. Tu as réussi à être bootstrap grâce à cette stratégie-là, donc comme quoi c'est possible. J'aimerais bien t'entendre plus là-dessus. Pourquoi, avec du recul, c'est important pour toi de rester maître à bord et de faire perdurer ce côté bootstrap? Je suis pas contre les levées, mais une entreprise qui a levé versus une entreprise qui est bootstrap, pour moi, quand t'as levé des fonds, t'as encore trop de boîtes aujourd'hui françaises qui basent leur business model sur des levées de fonds et qui sont jamais vraiment rentables, qui vendent un projet à plus 10 ans, qui vendent plus un concept qu'autre chose et qui survivent sur des levées, des séries A, des séries B, des séries C dans tous les sens. Et pour moi, l'entrepreneuriat, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est pas tout à fait ça. Quand t'as un business model qui fonctionne pas, que t'es pas rentable dans les 6 premiers mois ou la première année, c'est qu'il y a un problème quelque part. Alors on dit souvent qu'il faut se donner 3 ans avant d'abandonner une vraie idée de business qu'on a bien testée. Sinon avant ça, c'est qu'il y a encore des choses à faire. Mais pour moi, la mécanique de la levée, elle est pas tout à fait bonne. Et en France, j'ai l'impression que c'est le jeu, quoi. Qui levera le plus, qui va le plus lever chez les plus gros machins et tout. Et moi, c'est pas mon objectif. Moi, Boku, j'étais dans ma chambre, je l'ai fondé dans ma chambre, je dessinais, j'ai fait le site web et tout ça tout seul. Et ça ne matche pas avec une levée. J'ai envie de me dire que ce que j'ai monté, je l'ai monté avec des centaines d'heures, beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Et si un jour je fais une levée, ce sera dans un autre contexte, quand Boku aura plus avancé, et ce sera pour soit développer un produit du futur, des toilettes volantes, je sais pas, ou alors inonder le marché européen et mondial tout d'un coup. Maintenant, il y a des projets, surtout des projets tech, qui demandent plus de fonds qu'autre chose. Et dans ce cas-là, la levée, elle est intéressante pour vraiment faire un accompagnement financier pour ces personnes-là qui ont besoin d'engager des développeurs parce qu'ils ont une bonne solution, un bon concept, mais ça coûte beaucoup d'argent à développer, quoi. Donc il y a certaines catégories d'entreprises pour moi dans lesquelles c'est intéressant de lever et surtout c'est justifié. Parce qu'il faut savoir que les fonds, ils ont du budget à placer et que les startups, elles adorent l'argent. Donc, il y a une sorte de cercle qui, pour moi, n'est pas vertueux, où l'argent fait des cercles et des cercles et des tours, et où il y a plein d'investisseurs qui sont déçus, et plein de boîtes qui, au final, se sont juste mariées avec un projet, mais qui n'avaient pas de sens parce qu'ils se sont basés sur des levées et pas sur de la rentabilité. Parce que quand tu ne lèves pas, tu sais que t'as pas le droit à l'erreur. Tu sais que les 20 000 euros que tu as mis au début, ils peuvent, du jour au lendemain, ne plus être là. Et donc, c'est là où ta prise de décision, quand t'as pas fait de levée, elle est très précise, elle est vraiment axée rentabilité. Et du coup, t'es le plus efficace possible. T'as des KPIs très très précis parce que t'as pas le droit à l'erreur. Quand t'as plus de sous, t'en as plus. T'as pas des investisseurs ou des fonds derrière toi qui peuvent réinjecter 2 ou 3 millions, tu vois. Donc, ça te met une pression constante. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est la peur de perdre. C'est se lancer dans un truc instable. Et c'est pas s'appuyer sur un bon confort qu'est la levée de fonds. Pour moi, c'est ça. C'est la prise de risque. C'est la peur. En tout cas, je suis super aligné avec toi. La levée de fonds, c'est pas automatique, mais pour autant, c'est pas incompatible non plus. Le but du jeu principal, c'est d'être rentable, c'est d'avoir trouvé son marché. Et après, si on veut accélérer pour des nouveaux produits, pour l'international, là, on peut se poser la question. Et il y a des belles choses à aller chercher par rapport à ça.
Ce que je te propose, William, c'est d'attaquer la dernière partie de notre échange. Ça va être plutôt des questions assez courtes, ouvertes. Tu prends ton temps pour y répondre pour autant. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu gères aujourd'hui, dans ton rythme qui doit être assez important, ton équilibre vie pro, vie perso? Je dirais assez mal, pour commencer. Je mets beaucoup de rigueur dans mon travail. Beaucoup de rigueur. Et j'ai tendance à penser qu'il faut effectivement avoir un bel équilibre entre le travail, la famille, les amis, sa copine ou son copain, tu vois. Et c'est pas tout à fait évident à trouver à mon niveau, puisque je pense que l'équilibre, en fait, tu l'atteins quand tout est bien dans ta vie et quand t'as plus de challenge. Quand t'as plus de challenge, c'est-à-dire que tu fais plus de sacrifices. Et quand tu fais plus de sacrifices, ça veut dire que tu répartis équitablement ton temps pour avoir une vie saine. Mais quand tu montes une boîte, quand t'es jeune, c'est le moment de faire des sacrifices. C'est le moment de sacrifier sa santé, ses amis, parfois un petit peu sa famille, pour ce qui, selon toi, va te permettre d'accélérer. Si ton but, c'est de monter la meilleure boîte de ta vie et qu'elle soit la plus rentable possible en 2-3 ans, peut-être que les amis, ça va passer un petit peu en second plan. Peut-être que la copine et le copain aussi. Peut-être que la famille aussi. Mais il faut que ça ait aussi ses limites, puisque un entrepreneur qui n'est plus entouré, c'est un entrepreneur qui devient un petit peu fou, qui devient déprimé, et du coup, quand tu es déprimé, ta boîte, elle fonctionne pas, tu prends pas les bonnes décisions. Moi, je compense cette grosse charge de travail avec le sport, par exemple, parce que ça permet vraiment de se libérer l'esprit, je trouve, de manière plus concise et plus dense que de passer 2-3 heures avec des potes, tu vois. Moi, c'est qu'en 1 heure de sport, je récupère beaucoup plus mentalement qu'en 4 heures avec des copains en soirée. Donc voilà, il faut faire des petits calculs. C'est un peu antipathique comme réflexion, mais ça dépend de tes objectifs de vie. Et tu vois, moi, j'ai 24 ans. Mes potes, ils ont cet âge-là à peu près aussi. Et pour moi, il y a une vraie différence entre ceux qui maintenant préparent leur avenir et ceux qui vont le subir après 30 ans. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent maintenant. Alors, la famille, c'est hyper important. Il faut quand même garder un bon point de contact avec eux, puisque plus ça va, plus nos parents vieillissent, et moins ils sont en forme, donc faut quand même y penser. Voilà, donc moi, j'essaye d'organiser mes semaines et de ne perdre aucune heure de mon temps. Tous les soirs, j'ai des rendez-vous pro ou quelquefois des rendez-vous perso, intercalés avec du sport. Et mes journées, c'est des grosses journées bien calées, et il n'y a pas tellement de place pour l'erreur humaine, parce que si tu commences à être flemmard ou trop souple sur certains points, et que ta boîte se casse la figure, tu vas pas réussir à savoir pourquoi. Alors, tu viens de le dire avec tes propres mots, pas d'odyssée sans adversité. Justement, c'est quoi ton plus grand ennemi à ce jour? Ah là, mon plus grand ennemi, c'est encore une fois l'erreur humaine. Pour moi, comment dire, il y a si on prend 2 types, par exemple, même formation, même milieu social, mais qu'on leur donne pas du tout la même motivation, il y en a un qui va faire des miracles, l'autre rien du tout. Pourtant, biologiquement, c'est la même chose, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu peur de l'erreur humaine. Et c'est pour ça que je mets beaucoup de rigueur dans mon travail. Moi, par exemple, quand j'ai monté Boku, donc j'avais beaucoup de temps devant moi, et je savais que quand on montait une startup, une boîte, il y a plein de variables différentes qui font que ta boîte peut fonctionner ou pas du tout. La première variable à éliminer, c'est les compétences. Donc, je m'étais déjà formé avant, j'ai fait du marketing, du web design, tout ça. Donc, j'ai continué à me former, à m'expérimenter pour être le meilleur ou au moins assez bon dans tous les domaines. Ça, c'est la première variable. C'est la variable compétences. Quand tu élimines les compétences, donc en théorie, si tu es assez compétent, ta boîte, elle devrait tourner, tu vois. Si ton projet, il tient la route, ça devrait être bon aussi. Donc, la deuxième variable, c'est le product market fit. Est-ce que ton concept, il est viable? Est-ce qu'il a de l'avenir sur ce marché? Et ça, la réponse, tu l'as avec l'étude de marché, avec des sondages. Donc, j'avais les compétences et un concept qui avait l'air plutôt viable. Le dernier point, c'est l'aléa. C'est l'erreur humaine. C'est la flemmardise. C'est l'erreur humaine, en fait. Et pour éliminer cette erreur-là, je me chronométrais tous les jours quand je travaillais. C'est-à-dire que je me faisais 9 heures de travail chronométré avec un téléphone. Ça permet 2 choses. La première, ça permet d'être très concentré. Puisque quand tu as envie de te déconcentrer, tu prends trop facilement ton téléphone, tu vois un chronomètre rouge dessus, tu fais oui, non, ok, je le repose, tu vois. Et tu peux prendre des petites pauses de 5-10 minutes, mais dans ce cas, tu mets en pause le chronomètre. Et ça te permet à la fin de la journée de savoir combien de temps tu as bossé exactement. À la fin de la semaine, combien d'heures tu as bossé, à la fin du mois, à la fin de l'année. Et donc, ça te permet de te dire, ok, bon, mettons que là, ma boîte, elle fonctionne pas très bien, le lancement, il se passe pas bien. Je vois que je suis bon partout en compétences, mon concept, il est viable, et donc tu vas très vite aller checker dans l'erreur humaine.
Est-ce que j'ai assez bossé? Et pour moi, me chronométrer, ça a été mon moyen d'éviter ma plus grosse peur, qui était mon erreur humaine, ma flemmardise. Puisque trop facilement, en fait, on se déconcentre et on oublie de bosser, on n'est pas assez focus. Donc, quand on élimine tous ces trois gros piliers, pour moi, il y a très peu de chances de rater un projet, sauf cas exceptionnel, quoi. Ok. Donc, le but d'une entreprise, c'est d'être à équilibre au minimum et de faire de la croissance si elle le peut. Tu as beaucoup d'ambition, donc tu veux emprunter le chemin de la croissance et le poursuivre. Si aujourd'hui, tu devais faire une action de croissance externe, c'est-à-dire racheter une entreprise existante parce qu'elle s'incorpore parfaitement bien à ton écosystème business et à ton catalogue produit, qu'est-ce que tu irais absorber aujourd'hui? Bah, il y a les boîtes pour le fun, tu vois. T'as des boîtes très drôles, genre à la Squatty Potty. C'est une boîte américaine qui ont fait des centaines de millions de dollars et ils vendent des petits tabourets rehausseurs aux toilettes. Donc tu mets tes pieds dessus et en fait ça donne un meilleur angle à tes jambes, à ton côlon pour te soulager. Et ils ont fait partie des boîtes qui ont fait les premières grosses vidéos virales à base de 50 millions de vues sur YouTube, des trucs de dingue. Et ils sont même passés à la télé. Je pense qu'on l'a tous déjà un petit peu vu cette pub à l'ancienne, où c'est un chevalier qui est avec une petite licorne. Et la licorne, en fait, elle fait caca des sortes de paillettes. Et en fait, ça te fait des glaces. Et elle permet de faire des beaux cônes de glace parce qu'elle a les genoux rehaussés avec un tabouret. Et donc ça, c'est une marque très sexy, très funky. Et si je la rachète, ce serait vraiment pour le kiff. Et derrière ça, une boîte plus terre à terre qu'on pourrait absorber. Donc là, ce serait une décision plus axée croissance. Et dans ce cas-là, ce serait une boîte, un fabricant de WC, quoi. Un fabricant de WC qui a les lignes de production, le savoir-faire et les employés adaptés pour nous aider à développer le WC japonais du futur, made in France, comme on le voudrait. Voilà. Donc une décision plutôt classée, plutôt dans le cas de la croissance, ouais. Ok, très clair. Et ma toute dernière question, quelle entrepreneuse ou quel entrepreneur tu peux nous recommander pour tourner un prochain épisode de la Growth Odyssey? J'hésite entre plusieurs profils. Des profils qui n'ont pas de background en marketing, en commerce par exemple, et qui pourtant arrivent à créer une super boîte qui s'appelle Malucette. Ils font des tangas et des maillots de bain menstruels. Alors ils sont deux cofondateurs. Il y en a un qui est un ancien ébéniste et l'autre une ancienne mannequin. Et c'est assez dingue puisqu'ils n'ont aucune notion innée, de formation, de media buying, de marketing ou autre. Et ils ont réussi à monter une super boîte, hyper désirable, hyper sexy, avec d'ailleurs beaucoup de contenu organique. Donc ça pourrait être intéressant de parler à la croissance avec eux, voir comment ils l'abordent, parce qu'ils ont une mécanique de pensée très différente de celle que moi je peux avoir. Un ou une autre entrepreneur un peu plus calé croissance. J'aime beaucoup la marque qui vend Bob le comment ça s'appelle, la machine à laver. Je trouve qu'il a une superbe entreprise. La vaisselle, pardon, oui, c'est Bob le lave-vaisselle, voilà. Bob le lave-vaisselle, fabriqué en France. Ils ont fait de super chiffres en première année. C'est un super produit. Il a de grosses valeurs autour du Made in France. Et c'est d'ailleurs de lui que je tire ce discours de la population vieillissante chinoise, puisqu'il y a un vrai sujet là-dessus. Et il a réussi, pareil, à identifier un besoin. La vaisselle trop gros, trop cher, petit appartement. Est-ce qu'il n'y a pas une solution, un produit plus adapté? Et je pense que ça pourrait être intéressant d'aller toquer aux portes de cette marque-là pour un beau podcast. Donc Malucette et Bob, donc deux produits made in France. Parfait, plutôt industriel. On ira regarder, merci beaucoup. Top l'échange, William. J'ai adoré échanger avec toi. J'ai bu tes paroles. C'était top. Je te souhaite beaucoup de succès pour l'avenir. Et puis, on pourra refaire un point ensemble dans 2 ans pour voir ce qu'est devenu Boku et comment ça a évolué. En tout cas, excellente continuation à toi. Avec grand plaisir et encore merci pour cet accueil.